Avertissement, cet épisode évoque une tentative de viol. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Marie sans filtre est un format d'épisode intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je vous présente un nouvel épisode au sujet des 17 000 € que je viens d'obtenir de la justice française après une agression sexuelle que j'ai subie en 2018 à Paris. Moi, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Avant de vous parler de tentatives de viol, de justice et d'argent, je cite un commentaire reçu au sujet de mon travail. Aujourd'hui, c'est Louise qui m'a écrit le 26 septembre 2022 alors que je randonnais seule en Normandie. Salut Marie, j'imagine que quand tu liras ce message, ce sera le matin, alors j'espère que tu as bien dormi. Je suis assidûment tes péripéties dans le Perche, ça me donne trop envie de repartir sur les chemins. Ça me manque la rando, alors merci de nous faire voyager par procuration. Je suis admirative de ton courage et de ta détermination. Bravo pour tout ce que tu entreprends, c'est tellement inspirant. Je me sens plus capable et puissante quand je vois tes stories. Prends soin de toi, je n'ai pas de maison dans le Perche pour t'accueillir, mais mes pensées t'accompagnent. Merci pour ce message qui date de plus d'1 an. Et merci pour tous ces encouragements, Louise. Je reviens maintenant au sujet du jour. Comment j'ai obtenu 17 000 € de la justice française. Alors hier, j'ai rediffusé un épisode de mon podcast Marie sans filtre qui s'appelle « Il tente de me violer, je porte plainte ». Je l'avais diffusé pour la première fois le 12 décembre 2019. Dans cet épisode, je raconte la tentative de viol que j'ai subie dans une bibliothèque parisienne le 6 mars 2018. J'avais alors 23 ans. Je vivais à Paris. Ce jour-là, un homme inconnu a tenté de m'enfermer dans les toilettes de la bibliothèque. J'ai trouvé la force de me débattre et de crier. Alors il m'a lâchée et j'ai pu m'échapper. Mais j'ai vraiment pensé à ce moment-là qu'il allait me violer dans les toilettes. Mon cri a réveillé toute la bibliothèque. Alors les bibliothécaires ont appelé la police et la police est arrivée et a arrêté mon agresseur et l'a emmené au commissariat du 19e arrondissement. Moi, j'ai porté plainte pour violence volontaire. Étant donné que l'homme n'a pas touché de zone intime telle que ma bouche, mes fesses ou mes seins, il a juste touché mes bras, il m'a maintenu fortement les bras pour m'enfermer dans les toilettes. Eh bien, la qualification d'agression sexuelle ou de tentative de viol n'a pas été retenue. J'ai simplement hérité de bleus sur les bras qui ont été constatés par un médecin. Bon, je raconte dans l'épisode rediffusé hier toute cette histoire de tentative de viol, avec davantage de détails puisque cela s'est passé il y a plus de 5 ans, donc je ne me souviens plus de tout. L'épisode fait 14 minutes à peine, donc je vous conseille d'aller l'écouter avant d'entendre celui-ci. Cela vous sera très utile pour comprendre la suite. Voilà, maintenant que vous avez écouté ou réécouté l'épisode « Il tente de me violer, je porte plainte », vous savez que ma plainte pour violence volontaire a été classée sans suite par le procureur de la République en juin 2018, soit 3 mois après l'agression. J'ai dû me déplacer personnellement au tribunal de Paris pour avoir cette information, car je n'ai jamais reçu le courrier de classement sans suite à mon domicile parisien. Dans le même temps, pendant ces 3 mois, j'ai souffert de stress post-traumatique. Ensuite, j'ai quitté mon copain de l'époque, alors que ça faisait de nombreuses années que j'étais en couple hétéro. J'ai subi du harcèlement de rue, à Paris, et j'ai subi également du harcèlement sexuel de la part d'un collègue à mon travail. À l'époque, je travaillais à l'agence France Presse, en tant que journaliste, en CDD. Tous ces événements ont fortement détérioré ma santé mentale et j'ai consulté plusieurs psychologues, psychiatres, psychanalystes pendant cette année 2018. Finalement, à l'automne, j'ai fait une dépression, j'ai pris des médicaments, à savoir des anxiolytiques contre l'anxiété, les crises d'angoisse. J'ai pris également des antidépresseurs contre la dépression. Tout ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Après que mon employeur, l'AFP, ne m'a pas défendu dans l'affaire de harcèlement sexuel au travail, j'ai terminé mon CDD fin décembre 2018 et j'ai utilisé 10 000 € d'économies liées à mes précédents CDD à l'AFP pour prendre une cabine sur un cargo et faire le tour du globe.
C'est une aventure que j'ai faite début 2019 pendant 4 mois et que je raconte dans mon livre La Puissance, qui a été auto-édité, que j'ai auto-édité en décembre 2022 et que j'ai déjà vendu à près de 150 exemplaires. Waouh. Bref, ma vie a changé à partir de ces années 2018-2019. Donc 2018, tentative de viol, arrivée dans le célibat, harcèlement sexuel au travail, fin de mon CDD, fin de mes CDD. Puis 2019, tour du globe en cargo, début d'aventurière, journaliste et autrice indépendante, lancement de mes podcasts. Je me suis lancée en cette année 2019 dans le métier que j'exerce toujours aujourd'hui 4 ans après, le métier d'aventurière, journaliste et autrice féministe. Les premières années d'indépendance, dans cet épisode je vais parler d'argent, donc c'est pour ça que je place un peu le contexte. Les premières années, à partir de 2019, quand je me suis retrouvée comme indépendante, je touchais l'allocation chômage de la part de Pôle emploi, puisque j'avais cumulé pas mal d'expériences, apprentissage, CDD, à l'AFP. Donc ma première année avec l'allocation chômage, je touchais 1 000 € par mois, on va dire, net, et la deuxième année, 1 600 €. Puis en 2021, mon chômage s'est arrêté et j'ai touché le revenu de solidarité active, qui est donc le RSA. Et cela constitue toujours la majeure partie de mes revenus aujourd'hui en 2023. Le RSA, ça me fait environ 500 € par mois. En 2020, j'ai quitté Paris, je me suis installée à Alençon en Normandie, puis je me suis installée en 2022 chez mes parents en région parisienne. En 2021, pardon. Puis, donc je la refais. Je me suis installée à Alençon en 2020, chez mes parents en 2021. Et en 2022, j'ai déménagé à Cherbourg, en Normandie. Quand j'étais à Alençon, donc début 2021, je suis dans mon lit et je regarde, c'est le confinement, je regarde la série I May Destroy You de Michaela Coel, qui est une Britannique. On est donc en février 2021. Je regarde cette série d'une seule traite et je décide, après avoir vu cette série qui traite de violences sexuelles, de déposer 4 autres plaintes pour violences sexistes et sexuelles. Donc on avait la première plainte de 2018 liée à cette tentative de viol, qui va nous occuper aujourd'hui puisque c'est lié aux 17 000 € qui sont le sujet de l'épisode. Mais en 2021, et c'est important de le savoir, j'ai déposé la même semaine 4 autres plaintes à Alençon, au commissariat, contre 4 autres hommes pour 4 autres faits de violences sexistes et sexuelles. Donc, il y en avait une, c'était pour violence conjugale contre mon ex-copain Paul Boulben. Il y en avait une autre qui était une plainte pour viol, puisque un ex-partenaire qui s'appelle Yacine El Azaz avait retiré son préservatif sans mon consentement pendant un rapport, ce qui est pour moi et pour Michaela Coel, la réalisatrice de I May Destroy You, un viol, et pour la plupart des féministes. Il y avait une autre plainte pour agression sexuelle contre un marin ukrainien que j'avais rencontré pendant mon tour du globe en cargo, qui s'appelle Yevgeny. Je ne connais pas son nom de famille. Et oui, parce qu'on peut également porter plainte contre des personnes qui ne sont pas françaises. Et on peut porter plainte pour des faits qui ne se sont pas passés en France. Si on est française, on peut porter plainte pour ça. Et la 4e plainte, enfin la 5e, mais la 4e que j'ai déposée cette semaine-là en février 2021, c'était une plainte pour harcèlement sexuel contre mon ex-collègue de l'AFP, donc Arnaud Blin, qui m'avait harcelée. En août 2021, donc quelques mois après, je dépose une 6e plainte, cette fois pour harcèlement moral, contre un ex-partenaire, un autre qui s'appelle Yanis Bayouri, que j'avais rencontré pendant mon tour de France à pied contre les violences sexistes, qui s'appelle le Survivor Tour. Je marchais en août 2021 sur le GR34 en Bretagne et j'ai dû porter plainte contre lui parce qu'il me harcelait. Donc c'est une plainte pour harcèlement moral et il me harcelait sur le GR34 au point où il est venu sur le GR34 pour me suivre. Enfin bref, je raconte ça dans plusieurs épisodes de Sologamy. Bref, en tout, vous avez suivi, il y a une plainte en 2018 et 5 plaintes en plus en 2021, ce qui fait 6 plaintes en tout. J'ai porté 6 fois plainte pour des violences sexistes et sexuelles dans ma vie. C'est difficile à suivre, hein, mais c'est important. À l'époque, je pensais qu'il était utile de laisser une trace et de me battre pour que ces hommes n'agressent pas d'autres personnes. Je suis convaincue, et j'en ai depuis eu la preuve, qu'ils ont fait d'autres victimes. C'est la raison pour laquelle je donne aujourd'hui, comme hier, leur nom
publiquement. La peur peut ainsi changer de camp et des potentielles victimes ou des proches de ces hommes connaître ce qu'ils m'ont fait, même si je ne suis pas assez connue pour que mes podcasts soient écoutés par des millions de personnes, n'est-ce pas? Bref, comment suis-je arrivée à obtenir 17 000 € de la justice française, vous demandez-vous? Puisque cette année, le 14 février 2023 pour être précise, j'ai publié un épisode qui s'appelle « Je regrette d'avoir porté plainte » dans mon podcast Marie sans filtre. Et c'est vrai que je regrette d'avoir porté plainte parce que je constate, plusieurs années après avoir porté plainte, que ces hommes n'ont, petit 1, jamais reconnu les faits, petit 2, ne m'ont jamais présenté leurs excuses, petit 3, ne m'ont jamais proposé de réparation financière par exemple. Je sais aujourd'hui que ces 3 choses, c'est ça que j'attends quand je porte plainte, ou en tout cas c'est ça que j'attends d'eux. Donc je répète, qu'ils reconnaissent ce qu'ils m'ont fait, qu'ils me présentent leurs excuses et qu'ils me proposent une réparation. J'ajouterai même une 4e chose, j'attends qu'ils changent de comportement à l'avenir, donc qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes pour changer de comportement avec des preuves tangibles de leur changement de comportement. Voilà, c'est très ambitieux, mais c'est ce que j'attends d'eux. Au contraire, aucun d'eux n'a jamais fait ça pour moi. Et puis, ils ont été peu ou pas du tout inquiétés par la police ou la justice française. Ils n'ont, à ma connaissance, jamais été condamnés à quoi que ce soit. Et pire, j'ai dû participer à une confrontation, oui, avec l'un d'entre eux. Je sais pas si vous connaissez la confrontation. C'est vraiment la pire chose, je pense, pour une victime de violence, d'être confrontée à son agresseur. Donc le 2 mars 2022, il y a plus d'1 an, j'ai passé plus d'1 heure dans la même pièce qu'Arnaud Blin, le collègue qui m'a harcelé sexuellement pendant des mois quand je travaillais à l'AFP en 2018. Et on était donc devant un policier qui essayait de confronter nos versions. J'avais pas d'avocate, j'étais toute seule avec le policier et avec Arnaud Blin. Je me trouvais à quelques mètres de lui. Et cette expérience m'a re-traumatisée. Arnaud Blin s'est effectivement contredit devant le policier et cela a joué en ma faveur dans cette affaire, m'a ensuite dit le policier. Mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis, donc j'ignore comment l'affaire s'est terminée, ni même si elle s'est terminée en fait. Ce que je sais, c'est qu'Arnaud Blin a nié les faits et qu'il m'a dénigré pendant toute la confrontation, ce qui n'est guère agréable. Et je souhaite à personne de vivre un tel moment avec un ancien agresseur. En fait, l'une des choses que je reproche également à la justice française, c'est son opacité. J'ai presque jamais été tenue au courant des plaintes et des enquêtes qui ont suivi mes 6 plaintes. De temps en temps, une fois par an peut-être, il y a un policier inconnu qui va m'appeler pour me poser des questions intimes et me demander le contact d'autres témoins ou d'autres victimes. Ensuite, je n'ai plus aucune nouvelle de l'affaire. C'est donc à moi d'appeler régulièrement les commissariats ou les tribunaux, qui répondent d'ailleurs rarement au téléphone, pour connaître l'avancée de mes affaires. Et puis souvent, j'appelle un commissariat qui va me dire « Ah mais non, mais votre affaire, elle a été transmise à tel autre commissariat. » Je appelle l'autre commissariat qui me dit « Ah non, elle a été transmise à un autre commissariat. » Autant vous dire que je n'ai pas envie de faire ça et que j'aimerais avoir un ou une avocate qui le fasse pour moi, mais qui appelle les tribunaux et les commissariats. Mais à ce jour, j'ai une seule avocate pour une seule de ces affaires, celle du viol perpétré par Yacine El Azaz, qui, je le répète, a retiré le préservatif sans mon consentement pendant un rapport sexuel. Comment j'ai eu cette avocate ? En fait, j'ai dû batailler de longs mois pour obtenir l'aide juridictionnelle et la désignation de cette avocate qui m'assiste désormais dans cette unique affaire. Si je veux l'aide juridictionnelle, c'est une aide qui permet d'avoir un avocat rémunéré par l'État. Si je veux l'aide juridictionnelle dans les 5 autres affaires, je dois refaire autant de demandes d'aide juridictionnelle qu'il y a d'affaires. Or, je vous l'ai dit, ça prend des mois et j'ai une immense flemme car je me bats déjà avec la justice française au sujet de l'affaire de la tentative de viol dans les toilettes de la bibliothèque en 2018. On en revient à celle-ci, puisque c'est cette affaire qui m'a valu le versement d'une indemnité surprise de 17 000 € au mois de juillet 2023, donc maintenant cette année. Vous allez enfin savoir pourquoi et comment j'ai obtenu ces 17 000 €. Je vous préviens, c'est un vrai parcours de la combattante. On revient au 6 mars 2018. Je porte donc plainte contre un homme qui, contrairement aux autres plaintes par la suite, dans ce cas-là, l'homme est détenu en même temps au commissariat du 19e arrondissement de Paris. Je vous rappelle que la police l'a arrêté dans les toilettes de la bibliothèque après qu'il a essayé de m'y enfermer. Donc la police l'a emmené au poste. Au poste, il pourrait donc être interrogé par la police au sujet de l'agression. Mais non,
personne ne l'interroge au sujet de ma plainte, au sujet de l'agression. Comme le mec n'a pas de papier, c'est une personne exilée originaire du Tchad, comme le mec n'a pas de papier, la police le retient en détention administrative et l'interroge au sujet de ses papiers. Voilà. C'est ça qui intéresse la police française. Après quelques heures, le mec est libéré. Et quand par la suite, la police essaye de le retrouver pour l'interroger au sujet de l'agression en elle-même, la police n'arrive jamais à le retrouver. En fait, c'est une personne sans domicile fixe, donc forcément, quand la police lui envoie des convocations à l'adresse qu'il leur a donnée, il les reçoit probablement pas, ou il ne les lit pas, ou il n'y obéit pas. Bref, ça va dans le vide. Donc, au bout de quelques semaines, la police abandonne cette affaire et envoie son enquête, entre guillemets, au tribunal, au procureur, qui décide de classer sans suite ma plainte pour recherche infructueuse. Oui, on parle bien de recherche infructueuse. C'était bien la peine d'arrêter le mec dans la bibliothèque si c'est pour le perdre ensuite. Hein ? Lol. Moi, quand j'apprends ce classement sans suite, je me trouve, je le rappelle, au tribunal de Paris, car j'ai dû me déplacer pour avoir cette information. Sans mon déplacement, je n'aurais jamais su que ma plainte avait été classée sans suite. Je pense qu'à ce stade du podcast, vous savez que je suis une personne très persévérante, donc je m'informe après le classement sans suite sur les suites que je peux, moi, donner à ma plainte. Hein. J'apprends que je peux déposer une nouvelle plainte, cette fois avec constitution de partie civile. Cette nouvelle plainte entraînerait directement la désignation d'un juge d'instruction ou d'une juge d'instruction, et donc l'ouverture d'une enquête, d'une vraie enquête. Donc je le fais aussitôt, je dépose une plainte avec constitution de partie civile. Problème, quand la justice reçoit ma demande, elle me demande quand la justice, reçoit ma plainte, elle me demande une consignation. Donc c'est une somme d'argent que je dois lui donner pour ouvrir cette enquête. La consignation est fixée en fonction des revenus de la personne. Donc ça peut être 0 comme ça peut être très cher. À l'époque, je suis encore attachée au foyer fiscal de mes parents qui, je le rappelle, sont riches. Donc la justice me demande leur avis d'imposition et après avoir reçu leur avis d'imposition, décide arbitrairement de me fixer une consignation de 3 500 €. C'est pas une blague. Je suis censée payer 3 500 € pour ouvrir l'enquête alors que j'ai été, moi, victime d'une agression. À l'époque, on est en mai 2019, je suis au chômage, donc je refuse de payer cette somme. J'abandonne alors ma plainte J'abandonne alors ma plainte avec constitution de partie civile. Mais je poursuis mes recherches et j'apprends quelques années après, en 2021, que je peux recourir à la CIVI. La CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Je peux la saisir pour obtenir une indemnisation de la part du Fonds de garantie des victimes, qui est un organisme public. Toute personne peut saisir la CIVI si elle a été la victime directe d'une infraction. Si l'infraction a entraîné la mort ou une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail ITT d'1 mois minimum, ou s'il s'agit d'un viol, d'une agression sexuelle, d'une atteinte sexuelle sur un mineur ou sur une mineure, ou s'il s'agit de la traite des êtres humains, le montant de l'indemnisation versée par le fonds de garantie n'est pas plafonné et aucune condition de ressources n'est exigée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de l'épisode pour que vous alliez sur le site internet qui explique toutes ces conditions. Dans mon cas, néanmoins, seules les violences volontaires ont été retenues par la police et la justice, je vous le rappelle, mais j'ai quand même obtenu au final 17 000 €. Donc, je vous encourage à tenter votre chance si vous avez été victime d'une infraction avec des dommages graves et qu'une procédure de 5 ans ne vous fait pas peur. Quand je parle de dommages graves, dans mon cas, c'était, je cite le rapport du psychiatre saisi par la CIVI, ensuite, qui a écrit que j'avais je présentais une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice sexuel. Enfin bref, je vous reparlerai de son rapport après, mais en gros, des dommages graves. Mais tout ça, c'est étudié par le psychiatre que la CIVI peut saisir. Ou si vous avez déjà fait une expertise psychiatrique pendant la procédure par ce ou cette psychiatre. Il y a tout un tas de critères. Pour obtenir votre indemnisation,
vous devez cependant saisir la CIVI en respectant un certain délai. 3 ans à partir de la date de l'infraction s'il n'y a pas encore eu de procès, c'est mon cas. Et s'il y a eu un procès, 1 an à partir de la décision définitive rendue par un tribunal pénal. Donc vraiment, la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, saisir la CIVI, c'est une action qu'on fait parallèlement à une procédure en justice. Il faut évidemment qu'il y ait eu une plainte, je suppose. Enfin, il faut qu'il y ait eu une infraction. Mais peu importe qu'il y ait eu un procès ou pas de procès, c'est juste les délais qui changent. 3 ans s'il n'y a pas eu de procès, 1 an après le procès s'il y a eu un procès. Moi, j'ai donc saisi la CIVI en 2021 toute seule, sans avocate, juste avant le délai des 3 ans. D'habitude, ce sont les avocates qui proposent et accompagnent les victimes dans cette démarche parce que dans le grand public, personne ou presque ne connaît la CIVI ou le fonds de garantie. Moi, je l'ai découvert parce que je suis journaliste, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, etc. Mais comme je n'avais aucune expérience ou information précise, je ne savais même pas quelle somme demander à la CIVI. Or, quand on l'a saisie, il faut demander une indemnisation, donc un montant. Et je crois me souvenir qu'à l'époque, j'ai demandé en 2021 5 000 euros, mais je n'en suis même plus sûre. La CIVI, quand elle a reçu ma demande, elle l'a transmise au fonds de garantie, qui l'a d'abord rejetée. Mais en fait, ça c'est classique. C'est pas grave qu'il la rejette, puisqu'ensuite, on est systématiquement convoqué devant la commission. En fait, c'est hyper compliqué. Mais j'ai été ensuite convoquée au tribunal de Versailles, là où j'avais déposé ma demande, puisqu'à l'époque, j'habitais près de Versailles. Et j'ai été convoquée quelques mois après devant la commission, ça se tient dans le tribunal, et la commission a rendu un avis différent du fonds de garantie. En fait, le fonds de garantie, c'est lui qui verse l'argent, donc il a intérêt à donner le moins possible. Mais la commission, elle est indépendante, donc elle peut fixer le montant elle-même. Ce jour-là, le 25 novembre 2021, la CIVI n'a pas fixé de montant, mais elle a rendu une décision disant que j'avais bien été victime d'une infraction pénale, quand bien même il n'y avait pas eu d'enquête ou de procès. Et elle a demandé à un expert psychiatre de me recevoir et de rédiger le fameux rapport psychiatrique. Donc dans sa décision, elle reconnaît que j'ai été victime d'une infraction pénale, ce qui est déjà bien. Et ensuite, elle saisit un expert psychiatre. Elle lui demande de m'examiner. Donc, ma demande d'indemnisation est suspendue jusqu'à ce que le psychiatre m'ait reçu. Donc, je le rencontre, ce psychiatre, quelques mois après cette première audience devant la CIVI. Je le rencontre à Paris. Il me reçoit dans son bureau avec un représentant du fonds de garantie, je crois, pendant 1 heure ou 2, peut-être 1 heure. Et il me pose plein de questions sur ce qui s'est passé, l'agression et puis les suites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, j'avais déjà subi un examen psychiatrique de la part d'un autre expert pour d'autres affaires, les autres plaintes que j'avais déposées, et c'était à Alençon. Et le problème, c'est que j'étais devant un psychanalyste, je crois, qui était donc expert, et qui m'avait cuisiné sur mes rapports avec mes parents. Et donc, j'avais passé 2 heures à parler de ma mère, alors que j'étais là pour parler des violences sexuelles que tel mec m'avait fait subir. Et donc, quand le psychanalyste avait rendu son rapport, il avait fait tout un chapitre sur ma mère en disant qu'en fait, je schématise, mais en gros, si aujourd'hui j'accusais des mecs de violence, c'était sans doute lié à mes rapports à ma mère, quoi. Avec ma mère, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, quelques mois après cette première entrevue avec un psychanalyste, un expert, quand j'ai vu l'expert psychiatre pour la CIVI, je me suis pas fait avoir, j'ai vraiment joué le rôle de la bonne victime. J'ai dit que j'avais aucun problème avec mes parents parce qu'ils posent systématiquement la question de comment sont vos parents, comment était votre enfance, comment étaient vos rapports avec mes parents. Moi, mes rapports avec mes parents, c'est c'est pas l'anarchie, je suis anarchiste, mais c'est la violence. Mais je ne veux pas en parler parce que je sais que si j'en parle, en fait, l'expert va se centrer sur ça. Ah oui, vous avez des problèmes avec vos parents, donc ceci, alors que non, en fait, ça n'a aucun rapport. Si un mec a essayé de me violer dans les toilettes d'une bibliothèque, c'est pas à cause de ma mère. N'exagérons rien. Donc je me suis concentrée sur l'agression. J'ai dit que tous mes problèmes que j'avais aujourd'hui, c'était à cause de l'agression. J'en ai fait des tonnes et j'ai surtout pas parlé de ma mère. Donc, après avoir joué ce rôle de bonne victime, l'expert psychiatre a rendu un rapport dont je vous ai déjà cité les principales conclusions plus haut. Il a écrit
L'examen psychiatrique met en évidence chez cette jeune femme de 27 ans de bon niveau une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à l'agression subie, un déficit fonctionnel temporaire oscillant entre 10 et 20%, un déficit fonctionnel permanent de 3%, des souffrances endurées estimées à 2/7, un préjudice sexuel présent mais potentiellement régressif avec parallèlement une vestibulodynie. Le psychiatre demande également la prise en charge des dépenses de santé liées à l'agression, donc par exemple la thérapie, les séances de psychothérapie, etc. C'est super, vous allez me dire, un super rapport de l'expert psychiatre. Le problème, c'est que le psychiatre envoie son rapport à la CIVI, mais la CIVI range le rapport d'expertise dans un tiroir et m'oublie complètement en cette année 2022. Et moi, je reçois pas le rapport du psychiatre, je crois pas. Donc, rien ne se passe, et un an se passe. Et j'ai appris que c'était à moi, j'ai appris par la suite que c'était à moi de faire une nouvelle demande d'indemnisation à partir du rapport. Sauf que, comme le rapport ne m'avait jamais été transmis, j'ai dû le demander un an après à la CIVI, qui me l'a transmis. Elle m'a ensuite convoquée pour une nouvelle audience au tribunal de Versailles, où je suis encore allée seule, sans avocate. Heureusement, j'avais une amie qui m'attendait comme la première fois en dehors de la salle d'audience pour me soutenir psychologiquement. Je suis tombée, comme la première fois, sur une juge vraiment sympa à la CIVI qui m'a expliqué toute la procédure, qui m'a conseillé de demander plus que 5 000 € la prochaine fois. Et ses collègues et elle m'ont conseillé de consulter un ou une avocate pour savoir quel montant exact, quelle indemnisation demander. Parce qu'en fait, ma demande initiale de 5 000 €, je pouvais la reformuler et demander une nouvelle somme à partir de ce rapport d'expertise. Je suis donc ressortie de cette deuxième audience, encore une fois bredouille du tribunal. Mais quelques semaines après, j'ai consulté par téléphone un avocat de Versailles qui travaille bénévolement pour une association d'aide aux victimes qui s'appelle France Victimes 78, parce que je vous le rappelle, depuis le début de la procédure, j'ai dépensé 0 €. Et il m'a demandé une estimation. Il m'a donné une estimation, donc c'était cet avocat qui m'a conseillé bénévolement, il m'a donné une estimation par téléphone de ce que je pouvais demander pour chaque conclusion du rapport d'expertise. Donc par exemple, je vous ai dit, il y avait un déficit fonctionnel permanent de 3%, lui il m'a dit vous demandez 6 000 € pour ça. Les souffrances endurées 2/7, vous demandez 5 000 €. Le préjudice sexuel, vous demandez 8 000 €, etc., etc. En tout, il m'a conseillé de demander 23 000 € et il m'a prévenu que c'était une estimation haute et que j'obtiendrais sans doute moins de la CIVI. J'ai dû envoyer ma nouvelle demande d'indemnisation de 23 000 € à la CIVI par la poste, accompagnée des factures de mes séances de psychothérapie qui dataient de 2019 et 2020, puisque je demandais aussi le remboursement de ces séances. Quelques semaines après ma demande d'indemnisation à hauteur de 23 000 €, donc on est en mai 2023, la CIVI, elle transmet en fait ce courrier, ma demande, au fonds de garantie, et lui, il m'écrit rapidement un mail pour me proposer 17 367 €. Je reçois ce mail, je suis extrêmement étonnée. Je vous rappelle que le fonds de garantie m'avait initialement proposé 0 € en 2021. Je vous lis son motif de refus qui était alors: en vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, le requérant doit justifier avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. La seule déclaration du requérant ne saurait constituer cette preuve, pas plus que le dépôt de plainte qui ne fait que reprendre cette déclaration, sans que les autorités de police aient procédé à aucune constatation. Les certificats médicaux ne peuvent pas non plus constituer une preuve. Là, je fais un aparté, lol, si un certificat médical ne fait pas partie du faisceau d'indices et de preuves, je sais pas à quoi ça sert. Surtout dans le cas d'un viol, on peut se dire, ah oui, vous avez pas de preuves, eh bien, il va pas y avoir d'indemnisation du coup. Enfin, c'était éclaté leur justification. Le fonds de garantie poursuivait alors. La plainte déposée par la requérante contre l'auteur présumé de l'infraction a été classée sans suite par le parquet. Le fonds de garantie ne peut pas faire d'offre de règlement. Fermez les guillemets. Donc 2 ans après, on est en 2023 avec les mêmes éléments, hein. J'ai toujours le même certificat médical, plus une décision de la CIVI qui dit que l'infraction a bien eu lieu, hein, plus un rapport d'expertise, le fonds de garantie cette fois me propose 17 367 €. Enfin, c'est énorme. Je me sens alors très fière et heureuse. À l'époque, on est en mai 2023, je pourrais refuser cette offre et demander à la CIVI de trancher en faveur des 23 000 €. Mais je suis pas sûre que
la CIVI va m'accorder les 23 000 euros. Et puis, je suis fatiguée de me battre. J'ai pas envie d'aller à une troisième audience. En plus, moi, j'habite plus du tout en région parisienne. Enfin, vraiment, c'est l'enfer. Donc, je décide, en parlant avec des proches, avec aussi l'avocat bénévole que je rappelle à l'association France Victimes 78, je décide d'accepter les 17 367 euros et de signer un constat d'accord avec le fonds de garantie. Donc, je signe ces constats d'accord en juin 2023. Et en juillet 2023, donc un mois après à peine, je reçois le virement de 17 367 euros sur mon compte bancaire. Je me sens tellement soulagée à ce moment-là. En fait, je me trouve, vous en doutez peut-être, à ce moment-là, je me trouve dans les Pyrénées, sur mon Tour de France à pied, sur mon Survivor Tour. Et donc tout l'été, je suis un peu sur un petit nuage, parce que bon, les Pyrénées, c'était très difficile, mais quand même, je viens d'avoir 17 000 euros. Et quand on est au RSA, 17 000 euros, voilà, c'est incroyable. Je réfléchis à quoi faire avec cet argent, bien sûr, tout l'été, parce que je dépense rien quand je suis sur mon Survivor Tour, je ne fais que manger. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec les 17 000 euros? Est-ce que je vais dépenser les 17 000 euros? Est-ce que je vais économiser les 17 000 euros? Aujourd'hui, au moment où sort cet épisode, c'est novembre 2023, je gagne entre 500 et 1 000 euros par mois avec le RSA et mes différents revenus d'aventurière, journaliste et autrice. Donc il y a des piges pour des médias, il y a des droits d'autrice liés à mes livres, à mon livre, il y a la pub que je mets dans mes podcasts, il y a les cagnottes Tipeee, Patreon. Je gagne entre 500 et 1 000 euros par mois, donc c'est en dessous du seuil de pauvreté. Enfin vraiment c'est la dèche. Je dépense très peu d'argent au quotidien, mais j'avais fait un épisode de podcast sur mon flux Marie sans fil qui s'appelait Mon rapport à l'argent. Et je disais que j'étais une pauvre riche et je racontais déjà comment c'était difficile de me positionner par rapport à ça parce que d'un côté, j'avais 40 000 euros de côté et de l'autre, j'étais au RSA, quoi. Et aujourd'hui, j'ai tranché parce que des gens m'ont engueulé à ce sujet et m'ont dit très sérieusement tu n'es pas pauvre si tu as 40 000 euros de côté, même si tu es au RSA en fait. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai 40 000 euros de côté qui sont liés en fait à mes précédents CDD à l'AFP parce que j'étais à Paris, j'avais un petit loyer donc j'économisais beaucoup sur mon gros salaire, je touchais je sais pas 2300 euros par mois mais à l'époque je dépensais pas cette somme donc je mettais beaucoup d'argent de côté. Pendant 2 ans j'ai travaillé à l'AFP donc à la fin j'avais 40 000 euros de côté, même quand j'étais au chômage je mettais une partie de mon chômage de côté. Je dépensais vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai toujours été économe en fait, donc je me suis retrouvée avec 40 000 euros de côté, surtout que mes parents étant riches, j'ai pas eu à rembourser un prêt étudiant. Mes parents ils m'ont payé mes études, donc mes loyers au début, donc j'ai pu mettre plein d'argent de côté quand j'ai commencé à gagner ma vie. Et maintenant on est en 2023, j'ai toujours ces 40 000 euros de côté, sauf que maintenant j'ai 17 000 euros en plus, donc on pourrait dire que ça fait 57 000 euros de côté. Donc je suis toujours une grosse stressée de la vie parce que je me dis que je veux pas vivre au-dessus de mes moyens, c'est-à-dire je gagne entre 500 et 1 000 euros par mois. Je veux dépenser, j'étais en train de me dire que je voulais dépenser avant l'été, je me disais que je voulais dépenser entre 500 et 1 000 euros par mois dans ma vie de tous les jours à Cherbourg. Comme j'ai un logement social et que je paye quasiment pas de loyer avec les aides au logement de la CAF, en fait, je me disais que je pouvais dépenser seulement entre 500 et 1 000 euros par mois à Cherbourg, sauf qu'en fait moi je me déplace beaucoup en train pour aller à Paris par exemple, dans ma famille ou voir mes amis ou pour le travail et dans la vie de tous les jours vivre avec 500 et 1 000 euros rien que pour se nourrir avec l'inflation, se chauffer avec l'électricité. Moi je vis dans une passoire thermique donc il faut aussi payer le chauffage, l'électricité ça va vite. Si je veux m'acheter je sais pas l'électroménager, des meubles, enfin voilà, meubler mon appartement ça va vite aussi. Donc vivre avec 500 ou 1 000 euros par mois, c'est très difficile. Donc je me dis, peut-être qu'une partie des 17 000 euros, je peux l'investir dans ma nouvelle vie à Cherbourg. Donc là, je vais m'acheter par exemple un bureau qui peut faire assis debout, donc qui peut se lever, parce que travailler assis, c'est très mauvais pour la santé. Et comme je bosse de chez moi, ce serait intéressant d'avoir un bureau assis debout. Là, je viens de m'acheter un vélo électrique, donc un vélo à assistance électrique pour pouvoir me déplacer, parce que comme j'ai pas de voiture, je me déplaçais l'année dernière avec un vélo de route, mais il y a pas de remorque. Dès que je dois faire les courses, c'est l'enfer. Dès que je dois faire une montée, c'est l'enfer. Donc je me suis acheté un vélo à assistance électrique là qui coûte 2 000 euros, et je vais m'acheter une remorque, comme ça je pourrais faire des grosses courses, enfin me déplacer à Cherbourg.
voilà, j'ai envie de m'acheter une nouvelle montre pour faire du sport, une montre connectée. J'ai envie de m'acheter des posters, des affiches, des cadres, des photos pour décorer mon appart. J'ai envie de m'acheter des meubles pour mon appart ou je ne sais pas. Enfin, j'ai plein d'idées et donc je me dis, une partie des 17 000 euros, je peux l'utiliser dans ma vie de tous les jours à Cherbourg. Il n'y a pas à culpabiliser pour ça, c'est plutôt normal. Et puis c'est mon argent du coup. Et l'autre partie, je peux l'économiser parce que en fait, à terme, j'aimerais m'acheter une tiny house ou une petite maison et un terrain. Mais en fait, c'est pas avec 50 000 euros qu'on peut acheter une tiny house et un terrain ici dans la Manche, enfin même n'importe où, c'est trop cher. Donc j'ai de l'argent de côté, mais ça me sert à rien. Enfin, je veux dire, dans les médias, je peux pas acheter ce que je veux. Voilà, si un homme vraiment riche, écoute ce podcast et veut m'aider à acheter la tiny house, il peut me faire un ou plusieurs dons, je les accepte volontiers. Les mecs passent leur temps à m'écrire des messages dont j'en ai rien à... Enfin, des messages un peu déplacés ou en tout cas qui ne me font ni chaud ni froid sur les réseaux sociaux. Et quand je leur demande de plus m'écrire parce que ça m'intéresse pas de recevoir des messages d'hommes cis, bah ça les frustre et ils se mettent en colère. Mais en fait, si vous êtes un homme et que vous aimez mon contenu et que vous aimez écouter mes podcasts et que vous aimez suivre mes aventures et que vous avez envie de me soutenir, c'est super simple. Vous allez sur ma page Patreon, vous allez sur ma cagnotte Tipeee ou vous m'envoyez un message pour me demander mon RIB et vous me faites un don. En fait, il y a aucun souci et c'est même comme ça qu'en fait vous pouvez aider les féministes, c'est en les soutenant financièrement avec votre argent puisque on va pas se mentir, c'est les gars qui sont en CDI, c'est les gars qui sont propriétaires, c'est les gars qui ont l'argent dans notre société patriarcale. Voilà, je ne vous apprends rien. Donc rendez l'argent, c'est tout ce que je peux vous demander de faire pour moi. J'ai pas envie de voir votre bite, j'ai pas envie de sortir avec vous, j'ai pas envie même de parler avec vous. Mais par contre, si vous voulez m'aider à réaliser mes rêves, il y a aucun souci. Écrivez-moi. En attendant de recevoir ce don, je continuerai de vivre dans mon appartement cherbourgeois et de vivre avec soit mes maigres revenus, soit mes économies, sans doute un peu des deux. Voilà, je l'ai dit, je me sens fière et reconnue après avoir obtenu cette indemnisation. La justice française a reconnu que j'ai été victime de violences. Je fais partie des très rares victimes à avoir obtenu une indemnisation financière. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'énergie pour me lancer dans de pareilles démarches pour les 5 autres affaires dans lesquelles j'ai porté plainte. Je me sens épuisée physiquement après la traversée des Pyrénées à pied cet été 2023 et psychologiquement. Je ne veux plus jamais avoir affaire à la police et à la justice française, comme je le racontais dans l'épisode de Marie sans filtre, je regrette d'avoir porté plainte. La police et la justice française qui, certes, m'ont donné cette somme, 17 000 euros, mais m'ont aussi roulé dessus à de nombreuses reprises et je sais pas, enfin, ça m'a fait souffrir aussi beaucoup de me battre avec ces institutions. Donc, si vous, personne qui écoutez cet épisode, vous souhaitez saisir la CIVI pour obtenir une indemnisation suite à une infraction, je vous souhaite vraiment d'avoir un ou une avocate à vos côtés. Je me dis maintenant que je dois décrocher mon téléphone cet hiver pour prendre des nouvelles des 5 autres affaires auprès des commissariats ou des tribunaux. Au moins, il faudrait que j'ai des nouvelles des affaires. Je déteste les savoir dans la nature sans connaître leur avancée. Et si je retrouve un peu d'énergie, je le ferai. J'appellerai les commissariats et les tribunaux pour savoir « Hey, qu'est devenue ma plainte pour violence conjugale ?» Voilà, je close cet épisode avec cette ambition. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, je vous invite fortement à le partager avec vos proches, avec les personnes que vous connaissez ou avec les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi m'écrire, mon pseudo c'est Marie-LERFR sur les réseaux pour me donner votre avis sur l'épisode. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamy. Bisous bisous.